Bonjour. Avant de plonger dans cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un commentaire ou même à le partager autour de vous. Ça prend quelques secondes, mais ça nous aide énormément à faire vivre Cosement et à donner plus de voix à ces récits intimes. Merci à vous. Bonne écoute. À l'occasion d'Octobre Rose, nous recevons Virgilia. En 2023, alors qu'elle est enceinte de sa petite fille, un diagnostic bouleverse sa vie. Un cancer du sein. Dans cet épisode, elle nous livre avec sincérité son histoire, entre espoir, combat et maternité. Bienvenue dans Cosement, une production de La Cabine Podcast. Bonjour à tous, je m'appelle Virgilia S. Je suis journaliste, présentatrice météo-climat. J'ai actuellement 35 ans et avant le tsunami qui m'est tombé dessus, eh bien, je travaillais sur BFM TV. J'étais enceinte de 6 mois et ce dont je vais vous parler m'est donc arrivé en 2023 et tout se passait très bien dans ma vie. J'attendais ma petite fille, mon premier bébé et tout me souriait à ce moment-là. Lorsque je suis tombée enceinte, j'étais avec la bonne personne. Je suis toujours avec cette personne, hein, d'ailleurs. Et c'est vrai que, être maman, ça a été, un rêve depuis petite. J'attendais simplement de trouver, la bonne personne avec qui, construire ma famille et pour moi, voilà, c'était un grand chamboulement mais, c'était dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je savais que ma vie allait changer mais, j'étais vraiment très impatiente, d'être maman. Je rêvais d'une petite fille. Alors, je sais que si j'avais eu un petit garçon, au final, j'aurais été très contente aussi. Mais j'avais envie d'une petite fille. Pourquoi ? Parce que j'ai une relation très fusionnelle avec mes parents et donc, je m'imaginais, qu'être maman d'une petite fille, eh bien, j'allais recréer un petit peu, le même schéma, le même rapport, avec ma fille que celui, que j'entretiens avec ma mère. Les 6 premiers mois de grossesse se sont vraiment très bien passés, hormis le tout début, voilà, comme, beaucoup de femmes, je pense, c'est pas très drôle, hein, c'est sûr. On a des insomnies, des nausées. D'ailleurs, ça me fait rire maintenant quand je pense, à la suite, voilà. J'avais des nausées, mais c'était pas grand-chose, au final et non, j'étais, très impatiente, de voir mon ventre, grossir, parce que c'est vrai que les 4-5 premiers mois, personne voyait que j'étais enceinte et donc c'était frustrant. Il y avait que moi qui le voyais et sinon, en tout cas, voilà, j'allais bien, je continuais à travailler et quand mon ventre a commencé à se voir, eh bien, je continuais à présenter la météo sur, BFM TV et j'étais super fière, voilà, d'arborer avec, mon ventre de femme enceinte, à l'antenne. J'étais, vraiment, aux anges. Alors à ce moment-là, nous sommes quelques jours avant Noël, décembre 2023 et je me rends chez mon obstétricienne pour un contrôle, du bébé, donc un contrôle, je crois que c'était les 6 mois, où en fait l'obstétricienne, me fait, une échographie du bébé, elle vérifie le col, elle me confirme le sexe, que c'est bien une petite fille, voilà, tout va très bien et en fait, à ce moment-là, elle me demande, comment se porte ma poitrine parce qu'à presque 6 mois de grossesse, forcément, la poitrine, voilà, on a les hormones, les comment dire? Il y a les hormones donc pour l'allaitement, tout ça se prépare et donc elle me dit: «Bah, tiens, je vais vérifier, quand même si tout va bien» et donc elle procède à une palpation, chose que, j'ai toujours eue, hein, finalement et enfin, d'ailleurs, pour moi, c'est, obligatoire mais bon, j'ai appris par la suite que toutes les gynécologues ne le faisaient pas et encore moins sur les jeunes femmes enceintes. Mais ce jour-là, donc elle me palpe, les seins et puis elle me dit: «Tiens, est-ce que j'avais senti, la dernière fois que je vous ai vu, donc le mois précédent, est-ce que j'avais senti cette petite boule que vous avez, dans le sein gauche?» Et donc bon, bah, moi, j'écoute d'une oreille, parce que j'ai qu'une envie, c'est c'est de voilà, qu'on laisse mes seins tranquilles, vu que moi, mon but en allant aussi chez l'obstétricienne, c'est, voilà, qu'on revoir mon bébé à l'échographie et puis le reste, je m'en fiche un petit peu, quoi, à ce moment-là. Et donc du coup, je lui dis: «Ah non, 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 je sais pas, ça me dit rien».
Et en fait, elle n'était pas inquiète du tout. Elle n'était pas inquiète, donc je ne m'inquiète pas parce que je vois qu'elle est très sereine et qu'elle me dit tout de suite bon, bah, écoutez, c'est rien de grave, hein, certainement, mais je vais quand même vous prescrire une échographie mammaire. Et puis, n'attendez pas trop pour la faire, parce que moi, tout de suite, oh, je suis obligée de la faire tout de suite là, parce qu'il y a Noël, après, il y a le jour de l'an. Elle me dit non, non, laissez passer les fêtes, mais traînez pas non plus. Voilà, mais bon, je suis pas inquiète, mais voilà, il faut quand même faire cet examen. Et moi, je suis quand même très rigoureuse avec mes examens, mes contrôles, tout ce qui touche à la santé. Voilà, j'ai toujours été très sérieuse, bien qu'il n'y ait vraiment... j'ai jamais été confrontée à la maladie, donc je pourrais très bien prendre ça à la légère, mais non, je vais donc le 3 janvier 2024 faire mon échographie mammaire. Et là, vraiment, vent de panique dans la salle. Je suis avec la radiologue, et la radiologue là qui ne parle pas. Et je vois vraiment son visage, elle se décompose. Je vois qu'il y a un truc qui va pas et j'ai comme un vent glacé ouais, qui rentre dans la pièce. Et elle ne me dit rien. Et en fait, elle prend son téléphone et elle appelle la secrétaire médicale qui était dans la pièce à côté. Et là, je l'entends dire oui, est-ce que tu peux me trouver un rendez-vous d'urgence pour une biopsie pour ma petite patiente enceinte? Est-ce que, bah, au pire, décale une patiente, s'il te plaît? Voilà. Et donc là, elle raccroche. Elle ne me dit rien. Et je la regarde et je comprends qu'elle parle de moi. Et à ce moment-là, je ne sais même pas ce que c'est une biopsie. Donc je lui dis, c'est quoi une biopsie? Comme ça, en rigolant à moitié. Et elle me dit, bah, écoutez, une biopsie, en fait, ça consiste, voilà, à prélever un petit peu de matière, de cellules dans une tumeur et de faire analyser tout ça. Et donc là, je la regarde, je fais, j'ai une tumeur. Enfin, vraiment, c'est la première fois qu'elle prononçait ce mot. Et elle m'explique en fait que sur la radio, elle aime pas du tout ce qu'elle voit parce que en fait, donc elle me sort des mots que je ne comprends pas du tout à ce moment-là. C'est clairement du chinois. Elle me dit alors en fait oui, vous avez une tumeur, mais bon, c'est pas forcément, ça peut être bénin. Oui, elle a pas dit. J'allais dire c'est pas forcément cancéreux, mais non, il y a pas du tout le mot cancer qui est prononcé à ce moment-là. Elle me dit une tumeur, ça peut être quelque chose de bénin. Mais c'est vrai que votre tumeur a les bords, les contours flous et irréguliers, et ça, j'aime pas trop. Bon, très bien. Alors là, je découvre que c'est pas bon signe d'avoir une tumeur avec des contours flous et irréguliers. Mais bref, du coup, je reviens 2 jours plus tard pour faire cette biopsie. Et s'ensuit 11 jours d'attente parce que c'est très très long en fait. Il nous prélève un peu de matière, donc déjà ça fait assez mal, c'est vrai. En fait, ça consiste à faire une échographie et en même temps à prélever voilà, avec une aiguille des cellules présentes dans cette tumeur. Et il y a une dizaine de jours à chaque fois d'attente avant d'avoir les résultats du laboratoire. Et donc 11 jours où en fait je sais que je le savais. Je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Je me suis dit tout de suite, ok, moi j'ai vu la tête de la radiologue. J'ai tous mes amis à ce moment-là, toute ma famille qui essaye de me rassurer et qui me dit mais non, mais t'inquiète pas, c'est normal, t'es enceinte. Donc ils veulent pas prendre de risques, ils préfèrent tout de suite faire des examens. Et voilà. Mais moi, j'ai vu la tête de la radiologue, je sais que ça va pas. Et surtout, je me dis, d'accord, l'argumenter enceinte, bah justement, qu'est-ce qui viendrait m'enquiquiner alors que je suis enceinte s'ils n'avaient pas de gros doutes? Et donc, les résultats tombent, je m'en rappelle très bien, c'était le 17 janvier 2024. Donc, on était à quelques semaines de mes 33 ans, donc j'avais 32 ans. Et là, je me rends donc au laboratoire pour récupérer les résultats de la biopsie. J'étais avec ma maman et, et là aussi une scène assez lunaire parce qu'en fait, on se fait accueillir par une assistante médicale qui me reconnaît et avec un grand sourire me dit ah Madame S, je suis contente de vous voir. Ah bah venez avec moi, je vous installe dans cette pièce. Bon bah moi je connais les résultats, hein, mais je peux pas vous les donner parce que c'est le médecin qui doit vous le dire. Mais vous inquiétez pas, installez-vous, voilà, avec un grand sourire. Et donc on attend 5 minutes, le médecin avec ma mère.
On se regarde et puis avec maman, on se dit bon bah c'est qu'il y a rien parce que quand même, enfin voilà, juste elle a pas le droit de donner les résultats parce que c'est pas son métier. Mais bon, elle m'a bien fait comprendre que voilà, vu la banane qu'elle avait, ça va quoi. Et là, 5 minutes après, on voit la radiologue rentrer dans la pièce, celle qui m'avait fait la biopsie, avec une tête d'enterrement. Et là, je me dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est, enfin je comprends plus rien. Et donc, et elle me dit rien pendant, pareil, 5 minutes au moins. Et en fait, elle me demande de m'installer pour refaire une échographie mammaire. Et donc, elle me contrôle de nouveau, elle me palpe, elle me passe le gel donc sur la poitrine pour voir à l'échographie bah, ce qu'elle avait déjà fait une dizaine de jours auparavant. Et donc je me rhabille et pareil, elle tourne autour du pot. «Ça va, vous n'avez pas froid? Sinon je peux mettre un peu de chauffage. Je vous laisse vous rhabiller tranquillement». J'avais envie de lui dire: «Mais tu accouches, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me dire, dis-moi en fait, dis-moi, ce qu'il y a, mais juste ne tourne pas autour du pot». Et je pense qu'ils ont pas la formation, peut-être ils sont pas formés pour, c'est dur, hein, aussi d'annoncer ça, surtout à une femme, enceinte. Et donc bah, là, voilà, elle me dit: «Bah écoutez, vous êtes venu donc il y a une dizaine de jours pour faire une biopsie parce qu'effectivement on avait de gros doutes sur l'échographie et malheureusement la biopsie a confirmé ce qu'on pensait. Gros blanc. Et donc c'est moi qui ai prononcé les mots et donc je lui ai dit donc si c'est mauvais ça veut dire quoi? J'ai un cancer. Et elle me dit oui vous avez un cancer. Et donc là trou noir. Trou noir. Je me rappelle de rien du tout à ce moment-là. Juste, je sens la main de ma maman m'agripper. C'est toujours beaucoup d'émotions hein, de me souvenir de ce moment-là. Je sens la main de ma mère qui me prend la main et qui met sa main sur mes genoux. Et donc, moi, je lui serre très très fort la main. Et à ce moment-là, je suis envahie même d'un sentiment de culpabilité parce que je me dis, mais c'est pas possible en fait. Ça fait 6 mois que toute ma famille est trop heureuse parce que j'attends un bébé. Mes parents, ils vont être grands-parents pour la première fois. Et là, je les entraîne, mais en fait, on passe du rêve au cauchemar en une seconde. Je me dis, c'est pas possible. Et en fait, donc elle m'explique plein de choses, cette radiologue, mais j'écoute rien parce que mon cerveau, il est ailleurs. Je pense qu'il y a une espèce de blackout pour se protéger où on veut plus rien entendre. Et surtout, eh ben, il y a 10 000 idées à la seconde qui nous viennent. Plein de questions. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que ma grossesse, je vais pouvoir... voilà, comment elle va se dérouler maintenant? Comment ça va se passer? Non, Virgilia, surtout, ne pleure pas, n'aie pas peur parce que tout le monde nous dit que quand on est enceinte, le bébé, le fœtus, il ressent toutes les émotions. Et donc, du coup, là, pareil, reculpabilité, où je me dis non, non, mais attends, faut pas que je pleure, faut pas que je stresse, parce que l'enfant, il va tout ressentir, et je peux pas infliger ça à ma petite fille, c'est pas possible. Ouais, c'est vraiment un tsunami, j'en parle comme ça très souvent, c'est un tsunami qu'on se prend en pleine tête, une balle dans la tête, en fait. Et sauf qu'on est obligé de se relever très, très vite à ce moment-là, parce que, voilà, on nous explique qu'il faut pas perdre de temps. Quelques heures après, justement, j'ai vu une oncologue. C'était prévu, en fait, voilà, elle avait arrangé ce rendez-vous, la radiologue, pour moi. Donc j'avais eu le temps de redescendre un petit peu et donc on est parti à ce rendez-vous avec, mon papa, mon conjoint, moi et mon bébé donc dans le ventre. Ma maman qui attendait dans la voiture parce que bon, on n'allait pas non plus, faire, toute une réunion de famille, mais enfin voilà, en fait, j'avais besoin quand même, d'avoir des gens avec moi à ce moment-là. Et c'est vrai que dès le départ, on a besoin d'être entouré aussi parce que, bah, j'avais tellement de questions, et eux aussi, qu'on est arrivé avec une liste, plus longue qu'une liste de courses, liste de questions, pour, l'oncologue et pour savoir quelle allait être, la suite, à ce moment-là. La première chose, qui m'est venue, en tête, c'est, combien de temps il me reste. Vraiment, c'est ça. Parce que quand on entend cancer,
bah, on pense à la mort, forcément, tout de suite. Déjà, quand on m'avait prononcé le mot tumeur, et j'en parle dans mon livre, je fais une analyse de certains mots. Tu meurs, bah ouais, tu le décomposes en deux, c'est sûr que voilà, ça présage rien de bon. D'ailleurs, le mot maladie, c'est pareil, maladie, le mal a dit, quoi. C'est quelque chose qui ressort, voilà. Et bon, bah, le mot cancer, de toute façon, pour moi, déjà, c'était un monde inconnu pour moi, le cancer, dans le sens où, personne de ma famille, n'a eu de cancer. J'étais vraiment la première à 32 ans en plus. Donc c'était, un monde, totalement inconnu et pour moi, un monde effectivement qui représente la mort. Donc tout de suite, quand on me dit, que j'ai un cancer, voilà, on nous dit pas en fait, au début, on nous dit pas si on va vivre, on nous dit rien. Parce qu'ils peuvent pas se prononcer, même eux, ils en savent rien, même si, c'est vrai que diagnostiquer à un stade précoce le cancer du sein, maintenant, il y a des traitements qui sont formidables. Bah, on sait pas en fait à ce moment-là. À 32 ans, surtout enceinte, c'est vrai que la vitesse de prolifération du cancer est rapide. Moi, on me l'a dit quelques heures après, hein, c'est cet oncologue, qui m'a informé que j'avais un cancer grade 3, stade 1. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le stade, c'est, bah, à quel moment on en est du cancer, si c'est le début ou si, c'est un diagnostic, tardif. Le stade 4 étant un cancer avec des métastases, donc un cancer qui, justement, s'est propagé ailleurs. Moi, c'était stade 1, donc c'était quand même, le début, parce que ça va de 0 à 4, mais un grade 3. Grade 3, ça veut dire qu'effectivement, c'est très, très rapide. Donc il fallait, attaquer les traitements très vite et c'est pour ça que voilà, dans mes premières pensées justement, ça a été aussi: «Mais attends, je comprends pas, je vais devoir faire de la chimiothérapie enceinte?» parce que c'est ce qu'on m'a annoncé. On m'annonce, très rapidement le jour même, hein, quand je vois l'oncologue que, je vais devoir démarrer les traitements de chimio et à ce moment-là, bah, comme, on est en mois de janvier, en métropole et qu'il fait très froid, j'ai un gros manteau et je me dis: «Mais attends, elle a pas vu que j'étais enceinte?» Excuse-moi. Je me dis: «Elle a pas vu que je suis enceinte». Donc je lui ai dit: «Mais, vous savez que j'attends un bébé là, je suis à 6 mois de grossesse». Elle me dit: «Oui, oui, oui, je suis au courant, vous inquiétez pas, mais il y a pas de problème». Elle m'explique qu'en fait, passé un certain stade de grossesse, donc passé le premier trimestre de grossesse, il est possible de recevoir des traitements de chimiothérapie parce qu'il y a la barrière placentaire qui protège le bébé. Mais même encore, aujourd'hui, tu vois, j'ai du mal j'ai du mal à comprendre comment c'est possible, sachant que, bah, jusqu'à ce que tu accouches, quand tu es enceinte, on te dit de pas boire une seule goutte d'alcool, on te dit de pas manger de poisson cru, donc tu peux pas, prendre, des sushis. Il y a certains médicaments aussi qui sont interdits. Comment c'est possible de pouvoir avoir un traitement de chimiothérapie qui, toi, qui fait, presque 60 kilos, même plus enceinte, va te mettre à terre et un fœtus qui fait 1 kilo, comment il va pouvoir, supporter ça, quoi? Mais bon, là, ma fille a 2 ans et demi et ça va très bien. Donc voilà, j'ai la preuve que, il fallait que je commence, tout de suite, les traitements, parce que, bah, voilà, elle va très bien et moi, je suis là aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'au début, forcément, il y a plein de questions qui nous viennent, par rapport au bébé. Et petite anecdote aussi, pour te dire que bon, bah, voilà, la chimio n'a eu aucun impact sur elle. C'est qu'elle est née, elle avait plus de cheveux que moi. Et donc c'est que le traitement n'est pas arrivé jusqu'à elle. D'ailleurs, je me souviens que, j'avais eu une échographie, vers la fin de ma grossesse et là, la personne qui me fait l'échographie me dit: «Ah bah là, regardez, vous voyez, on voit ses petits cheveux» et moi, j'avais une perruque à ce moment-là. Du coup, je fais: «Comment ça? Elle a plus de cheveux que moi? Mais c'est quoi cette injustice? C'est pas possible! Cet enfant n'est pas né, elle a plus de cheveux». Non mais voilà. Donc bref, c'est vrai que voilà, il y a 10 000 questions qui nous viennent, à ce moment-là, mais heureusement que en général, les médecins sont là pour y répondre et heu et pour nous rassurer. Alors quand on m'a annoncé le diagnostic et donc le cancer du sein, bon forcément, dès le départ, le sentiment qui dominait, c'était la tristesse et l'injustice, l'incompréhension en fait. Se dire: «Mais pourquoi moi en fait?» Qu'est-ce que tout de suite je me suis dit: «Mais qu'est-ce que j'ai fait sur cette terre ou dans une autre vie
pour qu'on me balance un cancer du sein pendant ma grossesse. Enfin, qu'est-ce que la vie essaie de m'apprendre Enfin, pour moi, c'est inimaginable à ce moment-là. Et du coup, bah, je me suis un petit peu, on va dire, laissée aller pendant 2 3 semaines où je me réveillais chaque matin et où je me disais: «Non, attends, c'est un cauchemar ou j'ai rêvé ou c'est la réalité? Est-ce que je vais me réveiller?» Voilà, il y a eu vraiment ce sentiment horrible pendant au moins 2 3 semaines, je dirais, où tu te réveilles, voilà, le matin et tu te demandes si c'est un cauchemar ou pas et tu réalises que, bah, non, c'est la vraie vie. Et là, c'est la douche froide, encore et encore et encore. Et au bout d'un moment, bah, je pense que comme, j'ai dû démarrer rapidement, les chimios, et très vite j'ai perdu mes cheveux, je dirais qu'il y a eu un moment, un peu, pivot. C'est le moment où vraiment j'ai dû, couper mes cheveux parce qu'ils commençaient à tomber. C'était l'enfer au bout de 2 chimios. En fait, je me réveillais, j'avais, des cheveux partout dans le dos, sur l'oreiller. Dès que je voulais me laver les cheveux en plus, j'avais des très longs cheveux. Moi, j'avais vraiment les cheveux, dans le bas du dos à ce moment-là. Donc, je les ai fait couper dans un premier temps au carré pour m'habituer et ensuite, bah, il a fallu, les tondre parce que c'est pas possible. Enfin, vraiment, je les perdais, beaucoup trop je pense que, voilà, ça a été ce moment-là où je me suis dit: «Bon, bah, là, Virgilia, c'est ton nouveau visage de guerrière, donc tu pas le choix. Il faut que tu ailles au combat» parce que j'aime pas le terme guerrière et combattante, mais c'est un combat, en fait. C'est vrai que c'est un travail à temps plein, finalement, de combattre un cancer. Moi, j'ai dû arrêter le travail, pendant au moins 1 an, pour, vraiment, me concentrer, sur les traitements parce que c'est pas rien, quoi et c'est coriace quand même, l'ennemi, face à nous et voilà. Après, je me suis mis dans ce mood-là, mais bien sûr, tout en étant, parfois rattrapée par le sentiment dont je te parlais au début. Voilà, le sentiment d'injustice, le sentiment de tristesse. Aussi parce que, dans cette épreuve, tu rencontres des filles qui ont le même âge que toi et qui sont suivies au même endroit et sauf qu'elles, elles ont pas eu la même chance que toi, parce elles sont plus là aujourd'hui. J'en ai connu beaucoup j'appelle ça les sœurs de combat, c'est comme ça qu'on se nomme, entre nous. Des sœurs de combat bah, qui ne sont plus là aujourd'hui et tout de suite, voilà, tu as à chaque fois ce sentiment de, comment on appelle ça? La culpabilité, je crois, le syndrome du survivant ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que, bon, bah, voilà, même si, on essaye d'être fort, pendant les traitements, forte en l'occurrence, c'est humain, je pense, de craquer, parfois et de pleurer et voilà, c'est juste il faut pas retenir ses émotions et voilà, essayer de trouver au maximum, du soutien, que ce soit auprès des proches ou, justement de ses sœurs de combat parce qu'on traverse la même chose, à ce moment-là. Avec le recul, quand je repense, et quand j'en parle là et que je repense à tout ce que j'ai traversé, sur ces 2 dernières années, je me dis: «Mais waouh, franchement, t'es forte». Voilà, et pourtant je suis pas du tout, voilà, moi je suis assez humble, pas prétentieuse. Dès que je parle de moi et que je glisse un compliment, enfin ça me met mal à l'aise. Même les gens qui me complimentent, ça m'a toujours mis mal à l'aise. Mais voilà, là il faut parfois être douce avec soi-même et s'encourager et surtout dans une épreuve comme ça et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, «C'est incroyable tout ce que tu as réussi à faire» parce que pour être honnête, moi je suis quelqu'un alors je me considère comme sensible, voire, hypersensible et c'est vrai que au début quand ça m'est tombé dessus, ils me l'ont pas dit, hein, mais je suis quasiment sûre que tous mes proches se sont dit: «Comment elle va faire?» Pas parce que, ils pensaient que j'étais pas, suffisamment forte ou que j'avais pas les épaules, mais parce que, voilà, je suis quelqu'un de très sensible et effectivement, de traverser, tout ça, même moi, je me suis dit: «Mais comment tu vas faire, quoi?» Virginia, c'est pas possible. Tu vas devoir parce qu'en fait, c'est ça ce qui se passe au début, c'est que on te dit cancer, mais c'est surtout, on te dit ensuite chimiothérapie pendant 6 mois. Ensuite, on te parle de mastectomie, on te parle de radiothérapie. Moi, j'ai eu 28 séances. J'ai eu de la chimio de nouveau après, donc au total 1 an et demi de chimio et en fait, tout ça, on te l'annonce plus ou moins dès le départ et moi, l'oncologue,
L'oncologue, elle m'avait donné une espèce de ça ressemblait un peu à un arbre généalogique, tu vois? Avec des branches, de partout, sauf que, c'était en gros, mon plan de traitement. Je crois que ça s'appelle comme ça d'ailleurs, le carnet de traitement ou le plan de traitement, avec, les grandes étapes. Donc en gros, voilà, d'abord, une cure de cette chimio-là pendant 4 séances toutes les 3 semaines. Ensuite, ça nous amène à cette date. Ah oui, et il y a l'accouchement. Entre tout ça, on va le glisser là. Enfin, parce que l'accouchement devait être programmé aussi. Enfin, et donc à ce moment-là, ouais, je me dis: «Mais déjà l'accouchement, la grossesse, c'est une montagne à gravir, mais une jolie montagne que j'ai choisie». Et là, bah, ouais, je voyais ça comme 2 montagnes, à gravir en gros. Deux choses, mais qui n'ont rien à voir quoi, aux antipodes l'une de l'autre. D'un côté, la grossesse, la maternité et donc devenir maman, et d'un autre côté, devoir, affronter un cancer, en même temps. Et hem et voilà, et donc sur le coup, je m'étais dit que ça serait insurmontable. Mais aujourd'hui, je suis fière de voilà, je suis fière de mon parcours, de ma famille aussi beaucoup, qui, qui est super forte, peut-être même plus forte que moi, je dirais. Parce que oui, c'est moi qui ai eu les traitements, mais les gens, les aidants, les gens qui nous accompagnent, qu'est-ce que c'est difficile maintenant que je suis maman. Je réalise ce que ma mère et ce que mon père, ce qu'ils ont vécu tous les 2, c'est je préférais être malade, moi, avoir, les rênes en main, plutôt que, ce soit eux ou ma fille, voilà. Au moins, moi, je savais que, je la situation était sous contrôle, voilà, c'était plus rassurant que ce soit moi, enfin, j'ose même pas imaginer quelqu'un, voilà, ils sont très, très courageux, je pense, les proches aidants. C'est vrai que dès l'annonce, du cancer, étant donné que j'étais enceinte de 6 mois, j'étais déjà maman dans ma tête. C'est-à-dire que la naissance de ma fille a décuplé ce sentiment forcément parce que je l'avais dans les bras et je voyais ce tout petit bébé, qui n'avait rien demandé et voilà qui représentait, la vie et pour qui il fallait que je me batte, encore plus fort. Mais je dirais que, dès le départ, en fait, dès l'annonce de la maladie, j'étais déjà maman dans ma tête et donc tout de suite, voilà, je me suis dit qu'il fallait pas que je baisse les bras et qu'il fallait, que, que je sois, forte pour 2 en fait. Surtout que, il y a eu 2 chimios que j'ai eues, lorsque j'étais enceinte et donc j'avais un petit peu l'impression, qu'on formait un binôme ensemble, qu'on était un duo. Alors même si bien sûr je me serais bien passée, d'aller en chimio, enceinte et qu'elle reçoive, aussi des produits de chimio, hein, bien évidemment. Mais ça me donnait, beaucoup de force de l'avoir, dans le ventre et quand j'ai accouché, bah, je suis repartie, il me restait de la chimio, hein, donc j'ai refait de la chimio, sans elle et tant mieux, c'est sûr. Mais voilà, là, j'avais ce truc-là où je me disais, «Bon, bah, voilà, tu m'accompagnes plus en chimio, c'est tant mieux, mais maintenant que tu es là, bah, je continue le combat, mais pas toute seule, pour toi aussi, pour, ton papa, pour nous tous et je vais y arriver». Quand le cancer m'est tombé dessus, sur le moment, comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que, tout de suite, c'est le sentiment d'injustice et je me dis: «Mais attends, qu'est-ce que la vie, veut me montrer?» Parce que je lisais beaucoup de témoignages de femmes, qui, elles en étaient presque à remercier leur cancer. Je me dis: «Non mais attends, ça va pas ou quoi?» Enfin, moi, je suis pas du tout dans ce mood-là, je m'en serais bien passée, j'étais très heureuse, j'adorais mon travail, sur BFM TV parce que je suis une passionnée de météo, climat, environnement et donc je peux en parler toute la journée, il y a aucun souci et c'est ce que je faisais d'ailleurs très souvent, sur BFM. J'étais heureuse, voilà, dans la ville, où j'habitais, en Île-de-France et donc voilà, avec, un bébé qu'on allait accueillir et en fait, alors bien sûr, moi, je ne remercierai jamais le cancer parce qu'il a fait beaucoup de mal, heu,
que ce soit à moi ou à ma famille. Et aujourd'hui, je suis encore en traitement, donc j'ai encore cette épée de Damoclès où voilà, j'avoue que je fais pas la maline quand je vais faire mes contrôles, c'est tous les 6 mois. Mais c'est vrai que le cancer, m'a fait voir les choses différemment parce que, bah, en fait, j'ai réalisé que du jour au lendemain, ça pouvait s'arrêter. Pourtant, j'avais aucun problème de santé avant ça. J'allais très bien. J'ai toujours considéré que je m'alimentais bien, que je faisais, du sport. Enfin, je faisais vraiment attention, à moi et en fait, ça m'a permis de voir que, bah, la vie est fragile, éphémère. Elle est courte, mais elle est belle, la vie. Et du coup, j'avais cette envie de bah, en fait, ça a redistribué toutes les cartes. C'est-à-dire qu'avant, ma priorité, alors oui, c'était ma famille, mais peut-être le travail, je le faisais passer avant, ma carrière. Et pour moi, ma carrière, je la voyais que à Paris. Et en fait, bah, pour tout te dire, mon déménagement à La Réunion, c'est sûr que le cancer n'y est pas pour rien. C'est ça qui a peut-être même provoqué, c'est même sûr, le déménagement. Parce que La Réunion, je connaissais depuis des années, je partais à La Réunion. J'ai plein d'amis ici. À chaque fois, je leur disais: «Oh, non mais sérieux, si je travaillais pas en télé, je viendrais direct ici, je me sens bien, j'adore les Réunionnais, vraiment ça n'a rien à voir avec l'Île-de-France, j'aimerais tellement, voilà, vivre ici», et à chaque fois, bon, bah, c'était pareil quand je rentrais, j'avais le cafard. Et là, bah, si tu veux, forcément ça redistribue toutes les cartes et tu te dis: «La vie elle est courte». Le projet que j'avais de partir à La Réunion pour la retraite, bah, je me suis dit: «Non mais attends, quelle retraite? Tu vas vraiment attendre ta retraite là? Non mais la retraite déjà, voilà, c'est pas tout de suite. Il peut se passer 10 000 choses d'ici là». Voilà, hein, j'ai bien vu, que tout peut basculer du jour au lendemain et donc du coup, bah, voilà, j'en ai parlé à mon conjoint. J'ai dit: «Écoute, franchement, heu, moi, j'ai envie qu'on élève notre fille, bah, voilà, sur ce petit caillou que j'adore et que je lui avais fait découvrir, quelques années auparavant et je trouve que, bah, déjà pour nous, c'est super et pour un enfant, encore plus et voilà, on s'est dit: «Allez go!» Voilà, c'est en fait déjà, ça si tu veux, à mon avis, si j'avais pas eu de cancer, je serais encore, bah, ouais, dans ma vie habituelle, avec des horaires alors, quand j'étais enceinte, j'avais plus ces horaires-là, mais pendant des années, il faut savoir que j'ai eu des horaires, mais complètement tordus, où je me réveillais à 1h30 du matin, 5 jours sur 7, parce que, je faisais la pré-matinale et la matinale et donc la pré-matinale, c'est un direct, à 4h27 précisément et donc à 4h27, tu dois être, maquillée, coiffée, tu dois avoir préparé les cartes météo parce que BFM TV, c'est BFM TV, mais c'est aussi, 10 chaînes locales. Donc BFM Paris, Marseille, Nice, l'Alsace, enfin bref, voilà donc c'est un boulot monstre en amont et donc c'est ça, ouais, je me réveillais à 1h30 du matin, 5 jours sur 7. Ils m'avaient adapté mes horaires, pendant ma grossesse, mais ouais, ça, c'est pas possible, quoi. Je me dis: «Mais comment tu as pu faire, un truc pareil?» et bon, voilà, on sait pas, d'où vient ce cancer, mais je le sais aujourd'hui que, les horaires décalés, les horaires de nuit sont un facteur aggravant pour le cancer du sein. Et à partir du moment, bah, où, finalement il y avait aucun cancer du sein dans ma famille, donc le mien je dis le mien en parlant de mon cancer, mon cancer n'étant pas, génétique, forcément, bah, c'est peut-être alors on saura jamais, ça peut être un facteur, voilà, maintenant on ne sait pas, il y a tellement de les perturbateurs endocriniens, l'environnement, il y a plein de choses, hein. Ça peut être la faute à pas de chance aussi, mais bon, j'y crois pas trop. Je pense qu'effectivement les horaires décalés, n'ont pas aidé, et ça j'invente rien, hein, c'est vraiment des études qui le prouvent. Alors, le petit message que j'aimerais faire passer, à toutes les femmes, qui traversent, actuellement un cancer du sein, qui ont eu un diagnostic ou qui ont des traitements, c'est de se faire confiance. Voilà, de se faire confiance, d'être, douce avec elles-mêmes, voilà, ne pas se blâmer parce que comme je le disais, j'ai passé un peu de temps au début à essayer de expliquer le pourquoi du comment, pourquoi j'avais ça. Et voilà, j'aimerais en fait,
leur envoyer plein, plein, plein de bonnes ondes et plein d'amour et plein d'encouragement et toute ma force parce que je sais très bien ce qu'elles traversent et à quel point c'est dur. Et sur le moment, on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Et c'est pour ça, voilà, moi, j'essayais de me dire tout le temps, écoute, ce n'est qu'une parenthèse désenchantée de ta vie. Ce n'est qu'une parenthèse désenchantée de ta vie. Bientôt, voilà, sans vous vouloir parler météo, mais bientôt le soleil reviendra. Il est juste caché derrière quelques nuages noirs, mais ils vont très vite se dissiper et voilà, et de croire en elles aussi, voilà, qu'elles ont la force et l'énergie nécessaires et qu'elles sont plus fortes que cette fichue maladie. Voilà ce que j'aimerais leur dire. Et si je peux me permettre, dans mon livre, il y a une lettre aux nouveaux combattants. Je crois que c'est comme ça que je l'ai appelée. Oui, c'est ça. Je peux vérifier si tu veux. Lettre aux nouveaux combattants. Enfin, qu'importe, mais en tout cas, elle est dans mon livre. Et c'est un post que j'avais fait sur Instagram à la base, justement. Je crois que c'était 1 an après mon diagnostic où j'avais vraiment écrit tout ce que je ressentais et ce que j'aimerais justement transmettre et dire aux personnes, hommes ou femmes, hein, qui allaient traverser l'épreuve du cancer. Et donc, je sais qu'elle a eu beaucoup d'impact. Beaucoup de personnes m'avaient remercié pour ces mots. Et c'est pour ça que je l'ai mise aussi à la fin de mon livre, voilà, pour pouvoir aider et donner de la force à tous ceux qui traverseraient cette épreuve. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Ma grossesse m'a sauvé la vie » aux éditions Le Duc. C'est un livre dont 1 € est reversé. D'ailleurs, chaque livre acheté, c'est 1 € reversé à l'association Ruban Rose, une association qui fait énormément de choses pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. Et les hommes aussi, je le précise parce qu'il y a 1% d'hommes, on n'en parle pas beaucoup. Sur 100 cas de cancer du sein, il y a quand même un homme concerné. Donc 1% d'hommes concernés par le cancer du sein, bien que ce soit rare, hein, mais ça existe. Et donc j'ai écrit ce livre parce que depuis le début de ma maladie, je communiquais énormément sur les réseaux sociaux. Au départ parce que ça me faisait du bien d'en parler. C'était salvateur et voilà, ça me permettait de tenir un petit peu un journal de bord. Et ensuite, j'ai vu à quel point aussi ça faisait du bien à des personnes qui avaient traversé ou qui traversaient cette épreuve ou qui avaient une proche qui traversait ou un proche qui traversait l'épreuve du cancer. Et du coup, en fait, l'idée du livre, finalement, c'est arrivé tout naturellement. Pour moi, c'était la suite logique de toutes mes prises de parole, que ce soit sur mes réseaux sociaux, en télévision aussi, j'en ai parlé beaucoup. J'ai été invitée dans des émissions, voilà, parce que c'est tellement important de sensibiliser. Voilà, le livre, il raconte mon histoire du début, de la maladie, donc du diagnostic et même un petit peu avant, parce que je parle aussi, des études que j'ai pu faire, de journalisme, de mon travail de journaliste météo, voilà. Et puis ça parle beaucoup du pendant, ça parle de la grossesse aussi, hein, bien sûr, et de mon accouchement. Et ça parle un peu du après. Pourquoi? Parce que ce livre, il est sorti il y a 1 an. Donc c'était vers Octobre Rose 2024. Et du coup, j'étais à peine sortie des traitements. Et là, je suis un peu dans l'entre-deux encore. Je suis pas vraiment, enfin, je suis dans l'après-cancer parce que je suis en rémission aujourd'hui, mais j'ai encore des traitements d'hormonothérapie pendant au moins 3 ans et demi. Donc, c'est un comprimé à prendre tous les jours et une injection que je me fais 1 fois toutes les 4 semaines. Donc voilà. Donc ce livre-là, c'est un témoignage vraiment de ce que j'ai vécu avant et surtout pendant les gros traitements de chimiothérapie, radiothérapie. Et ça termine quand même avec une lueur d'espoir, voilà, qui est toujours d'actualité vu que je suis là aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Cosmo, un épisode spécial Octobre Rose. Merci à Virgilia pour la force et la sincérité de son témoignage. N'oublions pas, le dépistage sauve des vies et la parole libérée aide à avancer. On se retrouve bientôt dans Cosmo.